Les frères, est-ce que tout le monde est ready ou pas pour cette vidéo là? Est-ce que tout le monde est ready? Est-ce que tout le monde est prêt? Tout le monde est là? Tout le monde est chaud? Ça dure 37 minutes. Il y a quelques années, je suis sûr que j'étais trop frais. Ah ouais? Et pourquoi tu l'es plus là? Salut Naoyuki, merci mon frère, ça fait plaisir. Le même scaling que Sivir. T'es vraiment un enculé. J'ai 77 kilos. Mais tu peux redescendre à 77 kilos, hein. Ça me choquerait pas pour de vrai. Honnêtement, c'est dans tes capacités. Oh, d'ailleurs, les frères, vous savez que je streamais avec la piste 6 depuis. Enfin, sans la piste 6 depuis quelques jours. J'avais envie de me neck sur toutes mes rediffs, il y a de la musique. Là, c'est bon, je l'ai enlevé. Mais pendant quelques jours, j'ai streamé avec la musique. Non, là, c'est réglé, mais j'avoue que ça m'a fait un peu peur. Non, non, s'il te plaît, te faire enculer, même. En plus, j'étais sous musique Spider-Man. J'étais sous cette playlist là. Attends. J'étais sous la playlist de Metro Boomin. J'étais sous cette playlist là. Je fais la run de ma vie, je dois taper un moins 60 kilos. Tu vas y arriver, Inch'Allah, mon frère. Lâche rien, lâche rien. Ok, on est parti, les frères. Pour ceux qui ont raté la première vidéo, je fais un simple résumé assez rapidement. Une personne déguisée en livreur Deliveroo s'est introduite dans les locaux de Mixicom, ancienne boîte, enfin ancienne société qui proposait des studios de stream et de vidéos YouTube pour Le Rire Jaune, pour Cyprien Gaming, pour Norman et pour Natou. Et en fait, ce qui s'est passé, et pour le Grand JD. Non, et pour John Rachid. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a cette personne qui est déguisée en livreur qui s'est introduit et qui venait dans le but d'attraper un de ces youtubeurs là pour le lancer en diffusion en direct sur YouTube et le brûler vif pendant le stream et diffuser des vidéos pour faire la propagande de Daesh ou de je ne sais plus quelle organisation terroriste, un truc comme ça. Ce qui s'est passé ensuite, c'est que il est arrivé, il y avait personne. Il y a absolument personne, il y a que des gens qui travaillent là-bas, tu vois, des gens lambda, tu vois, de tous les jours. Il les prend en otage, et là, du coup, on en est là. C'est parti pour le react. On est bon. À 15h44, le 12 juin. Ah oui, et là, du coup, on est au moment de l'assaut. Voilà. Là, on est au moment où ils vont lancer l'assaut. 2018, ce qui devait être une simple réunion d'écriture pour Kaza, Sabrina et Guillaume bascule soudainement dans l'horreur. Qu'une prise d'otage serait en cours rue des Petites Écuries. Un homme déguisé en livreur entre sans sonner, dégaine une arme un résumé, et menace de tout faire sauter. Et à ce moment-là, moi j'entends, j'ai une bombe, je vais tout faire sauter. Il prétend également avoir un complice avec une bombe. Sabrina et Guillaume arrivent à s'enfuir pendant que Kaza et Louis, un voisin, se battent avec lui. Avec tout l'essence qui m'a arrosé, il fait une étincelle, je suis une banane flambée. Kaza réussit à s'échapper alors que Louis est pris en otage, aspergé d'essence. On pense d'abord à une attaque isolée et incompréhensible. D'ailleurs, faut que vous ayez le running gag. Louis, c'est un mec qui ne travaille pas du tout ici, c'est un voisin qui est parti fumer dans la cour en commun. Et il s'est fait attraper. Donc fumez-tu, les frères. Fumez-tu, mais vraiment. Là, pour le coup, fumez-tu vraiment. Rapidement, un autre scénario se dessine. Le forcené n'est pas là par hasard. C'est une vraie histoire, ouais. Un individu qui a quand même identifié l'endroit où Cyprien faisait ses enregistrements. Ces locaux, c'est les bureaux de Mixicom, l'agence de Cyprien, Squeezie et tous les plus gros youtubeurs de l'époque. Le premier projet avec Mixicom, c'était Cyprien Gaming. La BRI, les sapeurs-pompiers et la police judiciaire arrivent sur place. Je me présente sur l'intervention à 16h12. À tout moment, il peut faire exploser le bâtiment. Et tente de raisonner le preneur d'otage. Il est déterminé, il est motivé, il est très agressif. La situation va se tendre très vite et le forcené va devenir complètement fou. Il parle au sniper. Un plan d'exfiltration est mis en place, mais 1 heure après l'attaque, on découvre qu'il y a une deuxième otage cachée dans un bureau voisin. Cette personne peut nous donner du renseignement pour nous dire où se trouve le preneur d'otage, quelle est la situation à l'intérieur. L'information fuite alors. Ah oui, aussi, dinguerie. Putain, j'essaie de vous la refaire parce que je pense qu'il y en a beaucoup raté. Il y a une meuf qui est cachée dans une pièce qu'il n'a pas trouvé, le preneur d'otage. Donc il y a une meuf qui est cachée. Et en fait, le problème, c'est que les médias, ces énormes trous du cul, on leak qu'il y a une deuxième personne dans les locaux. Et du coup, le mec, suffit qu'il ait son téléphone et qu'il voit qu'il y a 2 personnes dans le bâtiment, il va se dire, mais attends, mais moi j'en ai qu'un seul. Et du coup, ils ont leak qu'il y a un deuxième otage, ces gros trous de balles. Et met en danger toute l'opération. Dans cet épisode, on va suivre en temps réel l'opération de la BRI avec tous les intervenants présents ce jour-là. Ouais, il a ramené tout le monde. Il y a des vapeurs d'essence qui se développent depuis un moment. Si vous mettez des grenades ou des munitions, il y a un risque d'exploser. Après 4 heures de négociations, la moindre étincelle peut tout faire exploser. Le compte à rebours jusqu'à l'assaut final est lancé. La vidéo de baiser par contre qu'il a pendu le mec. Hein. Et c'est une vraie histoire, ouais. C'est une vraie histoire. Dès le début de cette enquête, je voulais pouvoir reconstituer la prise d'otage en entier.
de l'attaque du forcené à l'assaut de la BRI que vous allez voir dans cet épisode. Avec le témoignage des différents intervenants, j'ai pu reconstituer minute après minute ce qui s'est passé en reconstruisant à l'identique le bureau des otages. Et sans le soutien de ma banque partenaire Trade Republic... C'est ce que j'allais dire, mais comment cette vidéo a dû lui coûter en fait? Genre là je m'en rends Sur ce compte. projet, j'aurais pas pu avoir cette liberté de création. Et comme à chaque fois que j'ai utilisé cette carte en tournage, on m'a demandé d'où elle sortait, j'en profite pour vous la présenter parce qu'en plus d'être magnifique, elle peut vous rapporter de l'argent en un an sans rien. Je me permets un 20 télégoat. € en ETF. Négociateur. Le preneur d'otage. Les enregistrements audio, les images de l'intervention, les vidéos des riverains et les extraits télévisés présents dans ce documentaire sont authentiques. Dame, ok. Certaines images de vidéosurveillance et vues aériennes sont des reconstitutions basées sur des recherches et des témoignages directs. Les noms de certains intervenants étaient volontairement masqués afin de préserver leur anonymat, conformément à leurs souhaits. À 17h12 donc, le preneur d'otage est toujours en contact avec Nicolas, le négociateur. La BRI a installé son QG dans un hôtel à quelques mètres, sous les ordres de Christophe Molmy. Des snipers placés aux étages qui donnent sur la cour sont supervisés par Georges Salinas. Et les pompiers sous le commandement de Franck Bonnier se préparent à intervenir. Le flow, frère. Il faut bien leur dire, c'est le risque d'explosion. C'est que des yonkos. À l'intérieur, comme on l'a vu dans le précédent Salut, Omar. épisode, il y a donc les différents studios de l'agence Mixicom, comme celui de Cyprien Gaming ou le décor du show jaune. Et juste en dessous, dans les bureaux, le preneur d'otage a menotté et aspergé d'essence Louis, un voisin venu aider. Ce que l'on sait, c'est que ce forcené... Je maintiens, c'est un mensonge. Ce mec-là n'est pas venu aider. Ce mec est descendu fumer une clope. Ce mec est parti fumer. Ne fumez pas. Frappé au visage et blessé l'un des occupants de l'immeuble. Et à côté de l'entrée, le dernier bureau servant de salle de montage où se trouve Tiffany, bloquée depuis 1 heure, les portes donnant sur la cour étant fermées à clé ce jour-là. Blottie dans un coin de la pièce, elle réussit à envoyer des messages à son petit ami qui a rejoint la BRI dans l'hôtel à côté. Et elle va alors avoir, sans le vouloir, un rôle clé pendant cette prise d'otage. Mais pour que ça marche, le forcené ne doit surtout pas apprendre son existence. Moi non plus, je pense qu'ils ont caché exprès l'affaire. Pas conscience, mais ça faisait enrayer 2 otages potentiels. Je pense que l'affaire était connue, mais on savait pas que c'était ciblé sur Cyprien, Squeezie et tout. Deuxième épisode est sorti, ouais, on est au tout début là. Et très vite, les médias vont faire fuiter l'info. Il retient 2 personnes. Les médias, mais c'est vraiment des trous du cul. Bouclés. Ouais, en plein direct, à la télé ou sur internet, la plupart des médias vont partager des informations capitales de la prise d'otage, sans penser une seconde aux conséquences. Montrer en direct ce qui se passe et donner du renseignement à nos ennemis. Et les otages, on les met en danger quand on fait ce genre de choses. Bande de trous du cul, les médias. C'est pas normal. En fait, un média devrait pas être en danger, quoi. Un homme serait actuellement retranché. Il retiendrait donc 2 otages. C'est de l'info en continu. Donc la moindre information, elle est projetée tout de suite dans les médias. Et tout de suite, ils font du sensationnel. T'inquiète, c'est le tout début. Là, c'est la deuxième vidéo, les frères. Vous inquiétez pas, on a 5 minutes. L'assaut n'a pas commencé. Là, on est juste sur un résumé. Là, toutes les 5 premières minutes, c'est une OP Trade Republic et un résumé. Vous inquiétez pas, vous avez rien manqué du tout, les amis. Tout, c'est encore du. Je pense qu'on va être dans du résumé jusqu'à au moins 8 minutes. Absolument tout le monde, et surtout ils mettent toute ta famille en état de stress absolu. La pression du direct et la course au scoop étant tellement élevée, certaines informations sortent sans même avoir été vérifiées. Par exemple, Sabrina, qui est enceinte de 8 mois, elle est sortie à 15h50 des bureaux avec Guillaume, et dans les médias, à 17h32, donc plus d'1h40 après, les journalistes continuent de dire... Ce qui est plus préoccupant, c'est que parmi les otages, il y aurait donc une femme enceinte. Et comme dans la précipitation, elle a laissé son téléphone en charge dans l'agence, il lui est impossible de prévenir sa mère qui regarde la télé chez elle. Elle sait que c'est moi, elle sait que je suis dedans, elle entend que je me fais frapper alors que je suis à 8 mois de grossesse. C'est la panique totale alors que moi à ce moment-là, je suis même plus à l'intérieur et que moi, je n'ai même pas été frappée surtout. Sa mère essaye désespérément de C'est l'appeler. vraiment un fléau, les médias. Merci Nello, merci beaucoup. Merci pour le raid, Goats. Ok, les viewers de Nello, je vous fais le résumé, comme ça vous êtes dans la vibe, vous allez kiffer la vidéo. En gros, en 2018, il y a eu une prise d'otage qui a eu lieu dans les locaux de Mixicom. C'est l'agence, enfin c'est une boîte de production où tournait les vidéos de Squeezie, Cyprien, Norman, Le Rire Jaune, etc. Et un mec qui est rentré, qui a pris en otage des gens qui travaillaient là-bas. Et là, on est au moment de l'assaut pour libérer justement ces gens en question. Voilà, je vous fais un résumé très bref. Et regardez la vidéo, elle est trop bien écrite, elle est trop bien réalisée, c'est exceptionnel. Et merci Nello, j'espère que c'est bien passé ton stream. Ne décroche. Elle est impuissante, elle peut pas me contacter, elle peut pas me joindre, elle sait pas où je suis et moi-même je peux rien faire à ce moment-là. En direct,
personne ne sait ce qui se passe vraiment. Il y a un doute notamment sur le nombre d'otages. Les seules informations qui sont donc confirmées, un homme serait retranché avec 3 personnes qu'il retiendrait en otage. Il faudra bien sûr vérifier, il y a peut-être plus de personnes encore dans ces bureaux, certaines plan, personnes il est trop peut-être beau. cachées. Il faut intervenir des témoins qui ne savent pas non plus ce qu'ils racontent. Écoutez, je sais qu'en bas, il y a une agence de mannequins, donc ça peut être que là. Et plutôt que d'assumer que la situation est floue et qu'il manque d'informations, tout est mélangé jusqu'à se contredire en direct. Confirmation qu'une autre otage, une femme enceinte, elle aussi réussit à prendre la fuite. Alors ça n'est pas ce qu'on a nous pour l'instant. Leur gimmick, c'est premier sur l'info. Mais on ne devrait pas être premier sur l'info. On devrait juste avoir la bonne info. Surtout que malheureusement, on sait que c'est pas la première fois que ça arrive. 2015. 3 ans plus tôt, en les 2015, attentats, ouais. alors qu'on est en pleine prise d'otage à l'hypercachère, BFM dévoile en direct la présence d'otages cachés dans la chambre froide. Il y a une Tu te fous de ma gueule, ils ont vraiment fait ça, ces trous de balles? Attends, mais sérieusement là? Mais Starfala, mes frères, mais BFM. Une femme qui se serait cachée dans une chambre froide et qui serait encore à l'arrière de l'établissement. À l'hypercachère, on avait quand même des journalistes qui avaient annoncé le début de l'assaut avant qu'il se produise, alors que Koulibaly suivait les infos et qu'il avait des explosifs qu'il aurait tout à fait pu enclencher, donc on aurait pu être tué sur l'assaut. En ce moment, les brigades d'intervention encerclent véritablement le magasin hypercachère. Il n'y a pas de journaliste qui vient filmer une opération à cœur ouvert extrêmement importante, même si elle va faire le buzz, parce que c'est une première mondiale. On laisse les spécialistes travailler comme il faut, se concentrer sur leur objectif et pas forcément parasiter. Le traitement médiatique de cette prise d'otage provoque une énorme polémique et BFM est attaqué en justice pour mise en danger de la vie d'autrui. Mais logique. Mais 3 ans plus tard, rien n'a changé. En tout cas, visiblement, le périmètre est agrandi. Bien souvent, c'est vrai que quand le périmètre est agrandi, c'est qu'une action est imminente. On est dans le voyeurisme. Et je pense qu'il faut être un peu responsable. C'est malsain de quand même à la vie fou. des gens, tout simplement. Il faut toujours penser que... Des personnes retenues, bande de trous du cul, ils savent même pas faire une liaison. D'ailleurs, le preneur d'otage lui-même peut suivre ces informations. Je sais pas comment ça s'appelle, j'ai oublié comment ça s'appelle, putain, je diffuse suis... une vidéo filmée par des voisins dans la rue qui montre les 2 colonnes de la BRI positionnées devant l'entrée. Tout en précisant 12 minutes plus tard qu'il faut pas le faire. Les consignes sont les mêmes que ce soit pour une prise d'otage ou pour un événement. De ne pas relayer des rumeurs, de ne pas expliquer où sont les forces de l'ordre, comment elles bougent, si elles bougent. Bah, en fait, on tombe littéralement dans le ridicule. Littéralement. 18h49, ils disent qu'il faut pas faire ça, 18h37. Je leur avais demandé si c'était possible de faire un différé l'information de quelques minutes, nous ça nous suffit. Et ils nous avaient expliqué qu'ils ne pouvaient pas parce qu'ils étaient eux-mêmes poussés par les réseaux sociaux. Et c'est pire encore maintenant. Parce que ouais, faut être honnête, on fait aussi partie du problème. Que ce soit sur une chaîne en direct ou sur Twitter, Instagram ou autre, le résultat est identique, le preneur d'otage peut le voir passer. On arrive à un moment dans une société où le propre mini-buzz que tu peux BFM t'accaparer fait que tu oublies toute décence. Je pense qu'au moment où ils publient, ils ont l'impression d'informer les gens, ce qui est génial sur plein de choses. S'il n'y a pas des gens qui filment le flic en train de tuer George Floyd, il n'y a pas d'affaire George Floyd. Seulement, il y a des situations, et en l'occurrence les prises d'otages, t'informent vraiment le gars en fait. Mais ça, je pense, c'est de l'éducation. On n'est pas éduqué. Moi-même, j'aurais peut-être fait cette erreur, donc j'espère qu'en voyant ce documentaire, on fera tous un peu plus attention à l'avenir. Bref, faut qu'il y ait le moins d'infos qui fuitent pour protéger l'intervention, mais très souvent, c'est pas la seule raison. En fait, il suffit que le mec soit sur son téléphone. Les individus qui sont dans ces situations-là, le but c'est de donner une résonance médiatique. Souvent, c'est le mobile essentiel. On a affaire à des gens qui viennent pour porter un message. Je vois fondamentalement pas l'intérêt de les aider en propageant ce message. Dans sa discussion avec le négociateur, le preneur d'otage parle notamment de l'affaire Mera. Il a dit « Je m'appelle Chris et je fais ça pour Mohamed Merah et pour aller à l'ambassade d'Iran. » En mars 2012, Mohamed Merah tue 7 personnes et se filme avec une GoPro pour partager les vidéos sur Internet. Une clé USB contient 25 minutes d'enregistrement vidéo, une copie des images tournées par Mohamed Merah au cours de ces tueries. Et 6 ans plus tard, le preneur d'otages de la rue des Petites Écuries semble avoir la même méthodologie. Il veut alors révéler au monde plusieurs complots en diffusant ses vidéos. Il a une demande qui est récurrente à chaque appel, c'est de vouloir diffuser une vidéo qu'il aurait construite et qu'il a mis sur une clé USB. J'ai cette vidéo à montrer aux enfants du monde entier sur YouTube. Et en comprenant que personne n'allait l'écouter au téléphone, il décide d'enclencher la suite de son plan. Oh damn, il le fait lui-même. Il utilise alors l'ordinateur encore ouvert de Guillaume et poste plusieurs vidéos sur son Facebook. Wesh. J'aimerais bien voir la vidéo. Enfin, juste savoir de quoi elle parle.
Et là, je reçois un appel. Ma mère me raconte que mon Facebook, il y a eu des posts de trucs bizarres et qu'elle, ça l'a angoissée. Et c'est des montages de vidéos, des montages d'images. À aucun moment on a pu reconnaître sa voix. À un moment donné, on s'est même demandé si c'était vraiment lui qui les avait faites. Elle se disait, mais qu'est-ce qu'il fait, Guillaume? Pourquoi il poste des trucs bizarres de conspiration, de trucs comme ça? Et je dis, ah non, l'enfer. Il y avait de la propagande pas terroriste. Il avait toute une théorie sur la répartition des races. Il voulait avoir un entretien avec l'ambassadeur d'Iran. Il se revendiquait d'un groupe terroriste, il voulait prendre attache avec l'ambassade d'Iran, mais aussi il parlait de Maëlys, qui était assez dissonant par rapport à son discours. Dans l'épisode précédent, on a vu que le preneur d'otages était complètement déséquilibré. Ce qu'on appelle schizophrène paranoïde, c'est-à-dire qu'il y a un délire de persécution. Mais on ignorait encore ses vraies intentions. Ses motivations, elles sont pour l'instant assez floues. Ah oui, aussi, c'est un malade mental. Les opérateurs de la BRI commencent petit à petit à comprendre ce qu'il veut vraiment. En fait, lui, ce qu'il veut, c'est se connecter au monde. C'est vraiment ça, en fait, son délire. Les otages sont des accessoires dont il se sert pour avoir la pression sur nous. Donc il voulait toucher le plus grand nombre et tout a démarré de là. C'est-à-dire qu'en fait, il voulait diffuser ses vidéos de propagande par l'intermédiaire du canal Cyprien. Voilà. En juin 2018, Cyprien est le youtubeur avec le plus d'abonnés en France. Okay. Ce qui en fait la cible parfaite pour le forcener. Son plan, trouver l'agence où il tourne, pour le prendre lui ou un autre créateur en otage. Après, c'est fort parce qu'il a dû trouver le nom de l'agence. Bon, après, une fois que t'as le nom de l'agence, c'est facile de trouver leur siège. Mais trouver le nom de l'agence, putain, alors qu'ils s'en parlaient jamais. Pour ensuite l'obliger à poster les vidéos de sa clé USB et s'en servir pour négocier. Il voulait négocier avec Emmanuel Macron, qu'il appelait dans ses vidéos le bébé singe. Bébé singe. Faire un échange avec Cyprien par rapport à des actions que Emmanuel Macron aurait pu mettre en place. Parmi les requêtes, il y avait notamment affréter un cargo de céréales pour le Yémen pour nourrir les enfants qui étaient en malnutrition. C'était hallucinant, quoi. Mais ce 12 juin 2018, ni Cyprien ni aucun autre créateur habituellement présent se trouve dans les locaux. Et heureusement, pour eux. Le preneur d'otages qui va les chercher partout. Et je l'ai vu dans son regard. Ouais, c'était déjà Macron en 2018. Déstabilisé. Quand je lui parlais, il regardait, il essayait de voir. Il s'est dit, mais ils sont où en fait? Quelques semaines plus tôt, plusieurs créateurs filmaient dans l'agence. Mais le jour de la prise d'otage, ils étaient à plusieurs milliers de kilomètres avec moi. Mais attends, mais Dame, quoi? Et c'est à LA? C'est LA ça? Ouais, c'est LA. C'est à Santa Monica. À cette époque, c'est pour le 3. Je suis au salon des jeux vidéo de Los Angeles pour tourner avec Squeezie et Cyprien. Bienvenue à Los Angeles. On est un petit peu jet-lagué, on s'est levé très tôt, mais on est hyper content d'être ici. Et le 12 juin 2018, je me souviens encore très bien comment on apprend ce qui se passe. Avec le décalage horaire, on est réveillé à 7h du matin pour nous annoncer qu'un homme est entré dans les bureaux de Mixicom et menace de tuer les employés sur place. Wow. Totalement impuissant, on va suivre à distance la prise d'otage. D'abord avec la télé allumée en direct. Forcené et retranché dans une entreprise du 10e arrondissement de Paris. Mais très vite au téléphone, avec d'autres potes venus sur place pour aider la BRI. C'est bon. Donc l'après-midi, je suis chez moi. C'est qui lui déjà? Pourquoi je connais sa tête? C'est qui? Putain, j'ai oublié son blaze. En train d'écrire un texte. Comme c'était un texte que je devais envoyer à Casa et l'équipe. Ah, c'est ok. Qui était sur place. J'essaie de les joindre. Il y a personne qui répond. J'essaye un portable, puis un autre, puis un autre. Personne répond. Il me semble que je vois direct une info chelou rue des Petites Écuries. Et je me dis, c'est pas normal. J'arrive pas à voir mes potes et là, je vois cette info. Je fonce là-bas, je veux voir ce qui se passe, quoi. Hakim prend son scout, fonce vers l'agence et se présente devant le périmètre de sécurité. Ils se rendent compte que je travaille là-bas, ils m'emmènent au QG de la BRI, ils font une vérification et puis ils se rendent compte que je vais peut-être avoir des informations importantes à leur donner. Ouais, il connaît les locaux, quoi. Ça, c'est intéressant. Après, les autres aussi. J'ai grave envie de lui mettre un listé au pire. J'ai coupé le wifi. Pour l'empêcher de poster ses vidéos sur le Facebook de Guillaume, la BRI décide de brouiller les signaux Wi-Fi de l'immeuble. Le fait qu'ils veuillent à tout prix faire passer des messages par vidéo sur Internet est assez inquiétant. Le but recherché, eux, c'est de faire le buzz en balançant leurs vidéos. On veut pas qu'il y ait une vidéo en morbide qui sorte, donc on bloque.
L'homme rappelle alors le négociateur et lui demande de nouveaux codes Wi-Fi. Pourquoi il veut absolument un code Wi-Fi pour diffuser cette vidéo? On ne comprend pas trop où il veut en venir. Est-ce que c'est pour commettre une action un petit peu d'éclat? Je me demande, est-ce que tu peux brouiller que le Wi-Fi et laisser la 4G et les données mobiles pour appeler? Est-ce que tu peux choisir les ondes à brouiller? Avec la médiatisation. Il n'est pas question de pouvoir lui donner accès au monde en quelque sorte. Je pense que ouais. Exposer le produit de son délire. Parce qu'il l'a appelé juste après. Le négociateur tente alors de le raisonner au téléphone. C'est quoi la vidéo? La prise d'otage. Au départ, je pense que je vais peut-être pouvoir obtenir une reddition. Puisque la personne nous dit que si on suit ses indications, si on l'écoute, si on fait ce qu'elle dit, qu'elle relâchera l'otage. Donc nous, on part du principe que la reddition est possible. À chaque fois, on se pose la question, est-ce que la négociation progresse ou est-ce qu'au contraire, nos échanges avec le preneur d'otage nous fait reculer en arrière? Et plus il comprend qu'on ne va pas répondre à sa demande, plus justement il monte en tension. Et en comprenant qu'il ne contrôle plus rien, il devient encore plus agressif en menaçant de tout faire sauter et va se mettre à tout casser. Merci Case, version prêt pour les 5 mois. Prime. À ce moment précis, la BRI comprend que la négociation ne marche plus et qu'il va falloir changer de plan. On va travailler différemment quand on a quelqu'un qui n'a pas toute sa tête. Résolument, on n'arrivera pas à le raisonner, donc il faut provoquer l'assaut. En fait, c'est trop dangereux parce que sinon, à tout moment, Louis il prend son bus comme tous les matins, frérot. À tout moment, il est muerté. Donc les plans de cam s'en foutent, la vidéo est trop bien réalisée. Toujours bouclé, rue des petites Par contre, ça, c'est des vraies images. Tu vois là, en bas à gauche. Tous ces pompiers, ces policiers qui sont sur place prêts à intervenir. Dans ce type de situation, il y a deux types d'assauts. Un assaut délibéré et un assaut d'urgence. L'assaut délibéré, c'est une solution d'assaut qui est pensée en amont, présentée au préfet de police. On fait le constat que l'on ne pourra sans doute pas faire autrement. Est-ce que vous en êtes d'accord? La réponse est évidente. C'est l'Élysée, ça? Je vous fais confiance. Et l'intervention d'urgence, c'est une opération où il faut réagir tout de suite, sans forcément avoir le temps de tout planifier. Qu'est-ce qui va mettre en danger de manière imminente les otages? C'est cet élément-là qui est crucial et qui va faire en sorte que l'assaut va être précipité ou pas. En clair, si à un moment le preneur d'otages se met à tuer les otages, on n'a pas le choix, on n'a pas le temps et on y va comme on peut en fait en fonction des circonstances. Voilà. Et pour préparer l'intervention, la BRI va avoir besoin des plans précis de l'agence. Tu as des véhicules garés, un scooter garé en plein milieu et des véhicules aussi derrière. Et Hakim, qui vient d'arriver et qui connaît très bien les bureaux, va pouvoir les aider. Moi, j'ai fait mon dessin un peu à l'écart. Je crois que c'était au rez-de-chaussée, dans une pièce qui était un peu sombre. T'as une pression de faut pas que j'oublie un détail parce que faut pas que ce soit ma faute s'il y a un raté, qu'ils aient pas eu l'info, quoi. Il va devoir montrer comment sont agencés les bureaux, mais surtout, il va devoir lister le nombre d'accès pour y entrer. Pour éventuellement parler là, je vous jure, je suis en train de réfléchir et je suis en train de me dire, est-ce que je saurais redessiner les locaux à l'exactitude près dans ce stress, tu vois. Et je me dis, en fait, là, à tête reposée, les locaux, je vous les dessine tous les jours de l'année, tu vois. Mais je me dis, dans cette situation-là où je me dis que la moindre erreur, ça peut conduire en la mort de je sais pas combien de personnes. Enfin, c'est trop des lieux, il y a une porte d'entrée là, il y a une porte d'entrée, il y a une sortie, il y a ci, il y a là. Après, nous, ça va, vu que nous, on a un bâtiment un peu. On n'est pas comme eux, tu vois. Nous, on n'est pas une cour avec plusieurs vitres, plusieurs portes et tout, c'est différent. L'intervention, parce que l'intervention en elle-même ne dure que quelques minutes. Hein. À 17h57, un dessinateur opérationnel de la brigade des sapeurs-pompiers va faire un premier croquis. Mais bizarrement, ce plan d'Hakim, il va être très différent de celui dessiné par Casa et Guillaume quelques minutes plus tôt. Quoi? Il y avait des trucs sur leur plan qui correspondaient pas à ce que nous, on leur avait dessiné. Et les témoins directs vont pas non plus réussir à faire la même description du preneur d'otages. Ce qui arrive très souvent dans ce type de situation. Avec le stress. La difficulté avec les témoins, c'est qu'ils sont dans un état de stress dépassé et que du coup, ça peut altérer au niveau cognitif leur perception. En fonction de qui a eu peur ou qui a pas eu peur, peut y avoir 15 cm de différence sur la taille du mec. Pendant leur interview, je leur ai demandé de me dessiner le plan et ils en avaient tous un souvenir différent. Ensuite, t'as le rire jaune qui est collé à lui. Et après, je sais plus si c'est un autre studio. Leur mémoire semble avoir fait un blackout. Je crois même qu'il en a deux à un moment donné, je sais pas exactement, c'est un peu fou. En fait, je pense que le souvenir est tellement horrible, tu vois. Je pense que le souvenir est tellement horrible
que limite tu veux oublier l'endroit où ça s'est passé. En plus des événements où ça s'est passé, pour oublier ce qui t'est arrivé, tu supprimes même l'endroit en lui-même. Ah, comme ça me va. La tête. Phénomène qui est finalement assez fréquent quand on vit un choc. T'as pas encore raté l'assaut, Exposé Coluche. à un événement où notre intégrité physique et psychique est menacée, où on se voit mourir, où on se voit menacé, il y a un système d'alarme qui se met en marche dans le cerveau. Et sous le choc, on peut avoir eu l'impression de voir des choses qui n'ont pas forcément eu lieu. C'est difficile de démêler le vrai des sentiments. Et sans s'en rendre compte, au moment de l'attaque, le cerveau des otages s'est complètement dissocié. Seulement lorsqu'on est dissocié, la mémoire n'imprime plus. C'est-à-dire ce qui se passe existe réellement, mais le souvenir est comme congelé, glacé dans un coin du souvenir, dans un coin de la mémoire pour ne plus faire souffrir la victime. Hakim va donc prendre le relais pour aider les agents à préparer le plan et savoir par où entrer. Heureusement qu'il est venu du coup. Vraiment, les pompiers, la BR et tout, ils ont des grosses couilles. Hein. Vous êtes des bonhommes, ça. Tout mon respect. Hein. En fond de pièce, là où se situe actuellement le ravisseur, il y a un couloir qui sépare la première rangée d'une deuxième rangée de bureaux. Toutefois, je ne sais pas s'il y a un autre accès derrière cette deuxième barre de bureaux qui potentiellement pourrait accéder à un autre bâtiment. Et cet autre bâtiment communiquerait avec la rue Gabriel Lemin, parlez. On l'a vu dans le premier épisode, entrer dans le bâtiment par surprise, c'est impossible. Les vitres teintées, c'est trop chiant, vraiment. On a beaucoup d'obstacles qu'on découvre au fur et à mesure, mais déjà l'obstacle matériel de l'endroit, puisque c'est une cour intérieure, on a une vue qui est beaucoup plus compliquée à avoir. Ça pour moi... Oh, je parlais aussi des poches Faraday, c'est quoi ça? Ça pour moi c'est une fausse bonne idée. Les vitres teintées d'un côté mais pas de l'autre, c'est tellement... Enfin... C'est une bonne idée, tu vois. Mais à partir du moment où le problème est à l'intérieur, c'est trop une mauvaise idée, genre. En plus, c'est un rez-de-chaussée. On a des vitres qui sont effectivement occultées. Même imaginons, exemple tout bête, t'es tout seul dans les locaux, tu fais un malaise. Personne peut voir, tu vois. Parce que ce sont des vitres de bureau et puis on ne sait pas trop où se trouve donc la personne. Un plan plus précis va être dessiné pour lister le nombre d'accès. Tu mets ton tel dans une poche qui bloque les ondes. Ouais, je savais pas. Passer par la verrière au-dessus du studio de Cyprien. L'avantage, c'est qu'ici, vous avez des verrières. D'accord. Et il y a un point de vue à partir du premier étage des immeubles d'habitation. Ça va être la première piste étudiée pour entrer dans l'agence et libérer les otages. Envoyer le groupe Varap en rappel pour passer par la verrière et arrêter le preneur d'otages quand il est au téléphone dans le couloir. Je suis flou. Mais le timing, la configuration et surtout le risque pour pousser la BRI à abandonner cette piste. C'est trop, en fait, il y a des gens du raid par exemple qui ont été tués en passant par des fenêtres. Donc on fait des choses dangereuses, mais on fait pas n'importe quoi. Aristo enregistre, putain, ça va peut-être chez moi. Ça va être de passer par les puits de lumière pour arriver derrière les fenêtres du bureau des auteurs. Ici, c'est 2 fenêtres. La dame, elle sait pas s'il y a des barreaux à ces fenêtres. Elle a pas souvenir ici. Peut-être que lui, potentiellement, il a pas cette notion qu'on peut accéder ici. Mais avec la présence de potentiels barreaux et la difficulté d'entrer en ombre, la piste va être aussi abandonnée. La BRI décide alors de passer par la cour et Tiffany, toujours cachée dans son bureau, va avoir un rôle déterminant. Faut qu'elle donne l'info quand il est loin. C'est trop broken qu'il laisse cette meuf, hein. C'est vraiment la goutte. À chaque appel avec le négociateur, le preneur d'otages marche dans le couloir, du bureau des auteurs jusqu'à la cuisine. Toujours caché, Tiffany le voit passer à chaque fois sous la porte. Ce qui va permettre à la BRI de le localiser à distance. Effectivement, Tiffany qui était à l'intérieur communiquait avec son compagnon qui était au PC avec l'officier d'enseignement. Donc c'était intéressant de savoir où il se plaçait à l'intérieur dans ses déplacements. Et le PC de commandement va nous donner une information vitale, puisque à partir du moment où on va donner l'assaut, on va essayer de trouver le meilleur moment pour pouvoir bien évidemment intervenir. Le signal va alors être très simple et le plan millimétré. Le négociateur va d'abord appeler le preneur d'otages pour qu'il sorte dans le couloir. Et quand Tiffany le voit se diriger vers la cuisine, et donc s'éloigner de Louis, elle devra envoyer le mot « cuisine » par SMS à son petit ami pour lancer l'assaut. Et c'est ce moment-là qui va définir notre intervention. Mais avant d'en arriver là, Tiffany doit pouvoir aussi décrire ce qu'elle entend par message. Ce qui était surtout important, c'était de savoir quel était son comportement plus que son déplacement. On avait surtout besoin de savoir dans quel état d'esprit il était. Et la pression que tu mets sur une meuf qui est là, genre elle est cachée dans le stress et tout. Ou la pression qu'elle doit avoir. Avec son otage.
C'est surtout ça, d'un point de vue tactique, qu'on attendait de cette jeune femme à l'intérieur. Et très vite, Tiffany va les alerter. L'odeur de l'essence déversée partout est de plus en plus forte et arrive à son niveau dans le couloir, mais aussi dans les autres pièces autour d'elle. Un détail qui va tout changer pour la BRI. Ah, ils peuvent plus tirer. C'est plus seulement une prise d'otage, mais une vraie bombe à retardement. Et le mec, il a un pistolet en plus, celui qui tire une balle. Donc on a un risque important que tout s'embrase, que l'otage soit brûlé, que lui soit aussi brûlé et qu'il mette le feu tout simplement à l'immeuble. À tout moment, il peut allumer avec son briquet et faire exploser le bâtiment. Première équipe, vous me faites un établissement propre, les gars. Bah ça. De façon à ce que ça puisse fuser au moins de nous. Il y a des vapeurs d'essence là qui se développent depuis un moment. Le risque Je vais à l'essentiel. c'est le risque d'explosion. Si, les balles, ça peut faire. Dans ça. un volume, il y a un risque d'explosion avec une poche de gaz. N'importe quel type d'étincelle pourrait créer une ignition fatale. En bref, si un agent de la BRI tire ou envoie une grenade créant une étincelle, boum. C'est toute l'agence qui peut exploser. Elle parle de quoi? La prise d'otage du l'ancien studio de Squeezie, Cyprien, Norman. Le périmètre de sécurité et à éloigner les badauds et peut-être même les journalistes. Ah, c'est l'arme, ouais, c'est l'arme. Ça veut dire avoir un peu plus de confort pour une intervention possible. Ça veut dire très certainement qu'au niveau des informations recueillies auprès du preneur d'otage, les négociateurs ont eu des indices qui laissaient penser qu'il y avait peut-être de la crédibilité dans le fait qu'il ait un dispositif explosif. Donc les policiers qui demandent de reculer de quelques mètres. Mais vous voyez le dispositif qui est en train d'être élargi actuellement. Le chef du dispositif se rend compte que là la situation est extrême, mais qu'il faut prendre toutes les précautions de manière à protéger le maximum de personnes qui peuvent se trouver à proximité, voire proximité même large. Et s'il y a une explosion là, je ne sais pas quelle est la distance par rapport au lieu où se passe la prise d'otage, mais je ne sais pas qu'est-ce qu'il a comme explosif, mais il faut faire attention aux dommages collatéraux. Il y en a oui, il y en a non. C'est parce qu'elle envoie ce texto disant ça sent le gaz qu'il y a tout de suite une effervescence qui se développe du coup au QG. Tu vois tout de suite que ça s'agite, qu'il se passe quelque chose et tu dis ok bon bah là ils vont plus attendre, ils vont rentrer. Face au risque d'explosion, la BRI n'a plus le choix. Les sapeurs-pompiers doivent être intégrés à l'assaut. Sur ce type d'intervention, lorsqu'il y a des otages qui sont bloqués par les assaillants, une doctrine a été mise en place en collaboration avec la BRI et la BSPP pour intervenir avec un groupe d'extraction spécialisé qui est sapeurs-pompiers et qui dispose genre ça, c'est des vraies images, mais les images dans les bureaux là, genre la meuf assise par terre ou le preneur d'otage, c'est assez faux. Ouais. Balistique et qui s'engage derrière les forces d'intervention, de recueillir les victimes ou les personnes bloquées par les assaillants et de les extraire en toute sécurité. Et si cette coopération existe aujourd'hui avec les pompiers, c'est parce que 3 ans plus tôt, le Bataclan a tout changé pour la BRI. On avait été face à une difficulté parce que les pompiers n'avaient pas pu rentrer à l'intérieur du théâtre pour prendre en charge les blessés tant que les lieux n'étaient pas complètement sécurisés. La BRI ne peut pas rentrer dans un immeuble en feu et les pompiers ne rentreraient pas tant qu'il y a des terroristes. Donc il est indispensable à ce moment-là de travailler de pair. C'est pour ça qu'on s'engagera nous, notamment si vous mettez des grenades ou des munitions qui a un risque d'explosion. Donc si on s'engage, c'est vraiment sur notre protection. Les colonnes de l'anti-gang se déploient devant chaque entrée. Les sapeurs-pompiers se mettent en place juste derrière. Mais il reste encore un obstacle. Les portes barricadées par le preneur d'otages. On ne peut pas rentrer, on ne peut pas pousser, et en tout cas on ne peut pas le faire de manière rapide et suffisamment efficace avec des méthodes traditionnelles pour ouvrir des béliers comme ça, et nous permettre d'intervenir suffisamment tôt pour libérer l'otage. En fait là je me dis à la fin de la vidéo ça va être que de l'assaut frère, ça va être tension max. Il faut donc arriver à les faire sauter tout en évitant que la pièce prenne feu au moment de l'assaut, et pour ça, les sapeurs-pompiers ont une idée. Je demande à ce moment-là l'intervention du robot d'extinction qui arrive très précocement. Très vite, un robot arrive sur les lieux. C'est quoi, il y a Wally? Et ça va attiser toute la curiosité des médias. À l'instant, vous voyez ce robot qui vient d'arriver. D'ailleurs, on voit sur nos images l'équipe de déminage qui arrive. La dernière vidéo, c'est l'interview du preneur d'otage. Qui permet de rentrer dans une zone qui n'est pas sécurisée et qui peut donc envoyer de très fortes pressions pour stopper un feu. Derrière lequel peut se placer la colonne de la BRI en protection. Dites-vous tout ça à cause d'un seul homme. Et
là, t'as un temps suspendu. Et t'entends une espèce de tank qui avance. Une fois le Colossus en place, il reste plus que quelques minutes avant l'assaut. Le nom de fou, le Colossus. À la seconde où Tiffany envoie son SMS, un sapeur-pompier activera le canon à eau pour faire sauter les portes barricadées, tout en déversant assez d'eau pour empêcher l'essence de prendre feu. En vrai, ils sont la trop colonne forts. de la BRI, elle, se place juste derrière, en première ligne, et entrera dans les 2 bureaux de gauche pour sauver d'un côté Louis et de l'autre Tiffany. Très vite, le périmètre est à nouveau agrandi. On voit la police qui nous donne des instructions, qui nous demande de nous écarter. On est en direct. Mesdames, messieurs, je vais vous demander de remonter sur les trottoirs. Et ça, pareil, ça c'est une dinguerie de dire ça que. Tout le monde est en place, prêt à intervenir, ça mais peut une alerte donner. va précipiter l'intervention. Un tireur de haute précision voit des étincelles. À travers les fenêtres, un sniper voit le preneur d'otage allumer son briquet. Ouais. Il a un briquet, il y a de l'essence. Là maintenant, il faut y aller parce qu'il est complètement à cran. La question se pose pas, il faut intervenir à ce moment-là. Oh, ça, c'est des fausses images. Ouais. Enfin, heureusement, il y a les snipers. Hein. Imminence de l'assaut, je répète, imminence Non, de l'assaut. Louis, c'est juste un fumeur. C'est juste un mec qui était parti fumer. Il travaillait même pas là-bas. Il répond pas. Quand l'assaut d'urgence se déclenche, j'essaye de lui parler. Cuisine. Reçu à tous, imminence de l'assaut. En fait, faut focus le mec à gauche. Faut focus Louis. Celui qui a l'essence sur lui là. Quand il voit les collègues rentrer, il rejoint l'otage. Wesh, il est rapide. Oh damn. Là, on est en légitime défense, puisqu'il y a un réel danger de mort pour l'otage. Quand on rentre, ce qui est choquant, c'est cette forte odeur d'essence. À ce moment précis, les opérateurs savent que le moindre tir peut provoquer une explosion. Là, ça se joue en une fraction de seconde. Non, c'est pas des vraies images, Fatou. À l'extérieur, les sapeurs-pompiers sont prêts à intervenir. Encerclé, le preneur d'otage n'a plus le choix et va abandonner. Oh! Désormais, elle a pris un ultibrome là. Un homme vient d'être interpellé après avoir retenu plusieurs personnes en otage pendant 4 heures à Paris, rue des Petites Écuries, dans le 10e arrondissement. Tout ça pour ça, mais frérot, t'as littéralement 18 M4 calés. En gros, c'est option 1, il le cut et il meurt juste après parce qu'il a plus d'otages. Enfin, même pas, il le meurt pas. En fait, soit il le cut et après il a plus d'otages, du coup, bah il se fait il se reprend un CC et il se fait attraper. Soit il le tue pas, il le rend et il sort. Eux ont pu être récupérés par les forces de l'ordre, ils sont sains et saufs. Une fois le preneur d'otage interpellé, Louis et Tiffany sont libérés. À 20h17, le preneur d'otage sort menotté et monte dans une voiture pour être placé en garde à vue. L'homme qui en était à l'origine a été interpellé. Il devra s'expliquer sur ses motivations qui restent floues. Il sort dans 8 ans. Ah, il est sorti, hein. Attends, je vous spoil parce qu'il en parle au début de la vidéo, peut-être vous l'avez raté. Mais on est en 2026, ça date de 2018, il est sorti, le mec. Le mec a été jugé en tant que juste maladie mentale, il a été mis en hôpital psychiatrique et il a été libéré. Et dans la 3e vidéo, du coup la dernière, ça sera l'interview de cette personne-là. Ouais. Voilà, comme ça vous le savez. Une fois au commissariat, il va être fouillé,
puis interrogé. Et à partir de là, plus rien. Plus aucune image. Plus aucune info sur le preneur d'otages. Toi, t'as eu aucune info? Rien, on sait pas. Je sais absolument pas ce qu'est devenu ce mec-là. On n'a aucune nouvelle depuis 8 ans, on sait pas où il est. Il reste encore plein de questions sans réponse, comme savoir sa vraie identité, quel était son plan d'origine et quelles étaient ses vraies intentions. Pourquoi cet homme s'est lancé dans une entreprise aussi folle en plein Paris? Est-ce qu'il a un lien avec cette entreprise ou avec quelqu'un de cette entreprise? Les jours qui suivent l'attaque, plus aucun média ne en parle. Le dernier article qui en parle date du lendemain et après, plus rien. Comme si toute cette histoire avait été volontairement étouffée. Il y a quand même un gars qui a attaqué la plus grosse agence de youtubeurs et personne s'y intéresse. Je n'ai jamais entendu parler de cette histoire. Hein. 7 ans après, je suis à mon bureau en train de scroller sur TikTok et je tombe sur cette vidéo d'Hakim qui en parle. Je reçois un texto qui me dit il y a une prise d'otage au bureau. Je repense à cette histoire et j'ai envie de comprendre. Parce qu'il y a un truc qui cloche. Comment une prise d'otage en plein Paris, suivie en direct pendant 4 heures sur toutes les chaînes de télé, peut se terminer dans le silence le plus total, sans aucune explication? Comment l'histoire d'un gars qui veut attaquer et enlever des youtubeurs, ça peut tomber dans l'oubli complet? On est fin janvier 2025, et pour comprendre comment on en est arrivé là, pourquoi l'histoire a été étouffée, et surtout où est le preneur d'otage aujourd'hui, je lance une enquête de mon côté. Une enquête qui va prendre plusieurs mois pour le retrouver. Quand on a un individu qui passe à l'acte comme ça s'improvise pas en l'espace d'une demi-heure. Cette affaire n'a jamais existé. Première étape, je récupère l'avis à partie civile et je le scanne. Ça va me permettre de récupérer le vrai nom du preneur d'otage et lancer une recherche sur lui. Au bout d'une heure, je trouve qu'une page Viadeo avec une rapide présentation et son CV, mais il n'y a rien de plus. Aucun profil sur Facebook, aucun compte sur Instagram et rien sur tous les autres réseaux sociaux. Par contre, pendant mes recherches, je tombe sur cet article et je trouve 2 nouvelles infos. C'est le 2e district de la police judiciaire qui est chargé de l'enquête. Et pendant la traque du pédocriminel que j'ai confronté dans mon précédent documentaire, comme j'ai pu avoir plusieurs contacts à la police... Wesh, il a traqué un pédocriminel dans une vidéo. Non mais attends, mais c'est qui ce monstre? J'en profite et je lance une demande pour interroger les enquêteurs de ce fameux district cité dans l'article. Et deuxième info, il serait passé par l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police. Un des services les plus fermés du pays où personne n'arrive à entrer. Le sujet présente un niveau de dangerosité psychiatrique très élevé. Pour comprendre ce qui se cache derrière cette fameuse infirmerie psychiatrique, où peu de personnes ont peut-être réussi il est pas à dehors. pénétrer, Peut-être qu'il est pas j'ai dehors. acheté un livre d'un journaliste qui a réussi à l'infiltrer. Avant d'aller récupérer d'anciens ouvrages et documentaires qui en parlent. Et comme c'est pas vraiment mon terrain de jeu habituel, je contacte un pote journaliste qui a l'habitude de creuser ce genre d'affaires. La première des choses à faire, c'est de lancer quelques sources dans le service pénitentiaire et chez les flics. Et pour retrouver sa trace, ça va me prendre beaucoup de temps. Je vais découvrir qu'après son arrestation, le preneur d'otage n'a strictement rien eu. Cette personne ne peut pas être jugée, parce qu'on ne juge pas les fous. Je vais entrer dans un hôpital psychiatrique pour comprendre par où il est passé. Faites très attention, parce qu'à partir du moment où vous alléguez des éléments psychiatriques, vous ne savez pas ce que vous pouvez y rester toute une vie. Et je vais finir par le localiser en apprenant que... La mise en cause nous a échappé, entre guillemets, en allant... Vous avez lu le message ou pas? Au cas où, ça intéresse, je vous le remets. Apprenant que... Là, je vous le remets en gros. Je vous le remets. Il a été libéré, je suis pas fou, j'avais bien entendu. Je peux le faire en anglais. He has been freed. Je peux le faire en espagnol. Estamos liberados. La mise en cause nous a échappé, entre guillemets, en allant... Je peux devenir fou quand tu veux, c'est trop facile. Oui, mais non, parce que en gros, ce qu'elle disait, la meuf, c'est que si tu prétends être fou, tu peux être enfermé toute ta vie dans un hôpital psychiatrique. L'infirmerie psychiatrique. Et là, il manque plus que la dernière vidéo. Il manque plus que la dernière, frère. Je suis trop hype. Il manque plus que la dernière, c'est celle où il le retrouve et il parle avec lui. Je crois qu'il la sort la semaine prochaine, hein, la dernière. Attendez, je vous montre. En gros, pourquoi... Attendez, je vais vous montrer comment je savais qu'il était libéré. Elle sort quand? Je pense qu'elle sort semaine prochaine. Attendez, guettez pour savoir, c'est là. Il y a quelques associations, témoignages, réduction du document sur votre compte. Tous vos... Un ou plusieurs assaillants peuvent en fait, c'est où il a dit qu'il séparait la vidéo en 3. Un gaming. Et on est resté ici 2 ans et demi quand même. Ça va être le premier studio créé dans Mixicom, avant de mettre pas très... Elles sont pour l'instant. Tout en... J'ai niveau de don, l'homme est filmé. On a un beurre que tout le monde suit. Il voulait choper un... Je sais plus où c'était, mais bref. Personne... Les frères, je vous envoie le lien de la vidéo, quand même par respect envers la personne. Je vais vous laisser aller fave la vidéo qu'on vient de regarder, c'est la moindre des choses en vrai de vrai.
Je vous invite vraiment à le faire quand même. Prenez l'effort de le faire quand même, par respect. Mettez un petit fa, c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup d'investissement, c'est beaucoup d'argent ce qu'il a fait. Et c'est vraiment de la qualité.